Madame Sifa, merci beaucoup de nous avoir accordé cette interview. Nous sommes très ravis de vous avoir comme invité dans cette interview. Alors, dites un peu à nos téléspectateurs, les gens qui nous regardent en ce moment, qui vous êtes et c'est quoi votre parcours, votre profession? Euh, Mon parcours. Donc, moi, je fais l'école primaire au Congo, comme à Massissi. Euh, Comme j'ai dit, je faisais la navette entre Massissi chez la famille de ma mère, la famille de mon père. Donc, je fais une partie de mon école primaire, là où on appelle Mokoto, c'est dans le Massissi. Et une partie dans une autre partie qui s'appelle Ngungu Mukole, donc c'est tout le Massissi. L'école secondaire, je l'ai terminée à l'école adventiste qui s'appelle Maranatha à Goma. Et puis j'ai fait mes études, j'ai commencé l'université à l'Iwago, qui est l'Institut des Adventistes, supérieur des Adventistes, en éducation, mais malheureusement, j'avais pas terminé. Après, à cause de la guerre, nous sommes réfugiés en Ouganda, où j'avais commencé mon baccalauréat en travail social, que je n'avais pas terminé. Et après, je suis venue au Canada, où j'avais eu la chance de terminer mon bac en travail social. Et puis après, je fais la maîtrise en résolution de conflits. De ce qui concerne le parcours professionnel, au Congo, j'ai travaillé au gouvernorat euh, pour un bout de temps avant d'être réfugiée en Ouganda. Arrivé au Canada, je travaillais dans le domaine de la santé pendant plus de 10 ans, je pense. Oui, depuis quand même 2010, je travaille toujours. Euh, Communément avec les gens qui ont le problème de santé mentale, de consommation, de troubles concomitants. À présent, aujourd'hui, mon travail, je travaille avec les nouveaux arrivants, euh, mais les gens qui viennent avec la confirmation des résidents permanents. Donc, je travaille comme gestionnaire des cas. Donc, quand les gens arrivent ici, nous, en tant que gestionnaire des cas, on les aide à s'ajuster dans la communauté. Donc, notre objectif, c'est les aider à devenir autonomes pour pouvoir naviguer le système canadien. En bref, c'est ça mon parcours professionnel. Great, great. So thank you so much for this amazing background. Alors, Mama Sifa, vous avez un peu parlé de votre parcours, comment vous avez quitté votre région pour se retrouver en Ouganda et puis se retrouver au Canada. Alors, parlez-nous un peu de l'Est de la RDC. Vous êtes de là, vous connaissez bien l'Est de la RDC. Depuis 1994, 97, quand le maréchal Mobutu a été renversé par l'ancien président Laurent Désiré Kabila, l'Est de la RDC a toujours été un terrain de conflit. On a eu plusieurs groupes armés qui ont sévi dans cette zone-là. Vous, vous êtes de Massissi, vous êtes de cette région. Dites-nous un peu, expliquez-nous un peu en bref, quel est le vrai problème qui fait que cette région ne soit pas stable sur le plan sécuritaire? D'abord, quand on parle de la guerre de l'Est, surtout au nord-sud Kivu, les gens commencent à compter à partir de 96, 97, mais la vraie guerre avait commencé à 93, en avril, si je ne me trompe pas. C'était un conflit interethnique, mais en vrai dire, si on creuse plus, c'était pas ethnique. Il y avait d'autres, de la force extérieure qui instrumentalisait cette guerre parce que à l'époque, moi j'étais à l'école primaire. D'ailleurs, j'ai resté chez ma grand-mère
Et puis, on voit les gens commencer à se réfugier, à se déplacer de Pinga, Toto. C'est là où vraiment la guerre avait commencé, où l'ethnie Koundé et Nyanga chassaient l'ethnie Hutu congolais. Et puis, les gens étaient massacrés. À l'époque, les gens ne connaissaient pas les fusils. Nous autres, on était des enfants, mais on entendait dire les calibres 12. C'est ça, les fusils à l'époque qu'ils utilisaient. C'était les fusils pour la chasser. Donc, et puis, ouais, c'est ça. Donc, depuis lors jusqu'à présent, la guerre continue. La guerre avait changé de face. À l'époque, c'était la guerre entre les Hutus, Nyanga et les Rwandais. Mais ils chassaient les Hutus sous prétexte que les Hutus sont des Rwandais. Mais à l'époque, il n'y avait pas de réfugiés rwandais au Congo. Les réfugiés rwandais sont venus une année après. Et ça a empiré la situation. Donc, la communauté internationale et d'autres médias disent que c'est à cause des réfugiés rwandais qui étaient armés. Oui, bien sûr, ça c'est un facteur, mais la guerre était là avant que même les réfugiés rwandais arrivent au Congo. Donc en 96, le monde a vu ce qui s'est passé au Congo. Il y a eu une masse de réfugiés rwandais. Et ce qui m'écoeure, comme disent les Québécois, c'est parce que le monde ne parlait pas de ce qui s'est passé au Congo à l'époque, comment les réfugiés rwandais étaient traités comme des animaux. C'est horrible. Moi, souvent, je n'aime même pas, comme on dit en anglais, recall. Tout ce qui s'est passé dans cette période, c'était horrible parce que les réfugiés rwandais, quand il y avait des cadavres partout et ce sont des tracteurs qui venaient le ramasser pour aller les jeter dans des fosses communes. À l'époque, vous avez quel âge? Moi, à l'époque, en 94, j'avais comme 15-14. Donc, je voyais tout ce qui s'est passé. D'ailleurs, nous, chez nous, c'est à Goma. Ma mère a dit nous déplacer au village parce que à Goma, c'était la catastrophe. Il y avait des morts partout. Il y avait les gens qui étaient malades. Donc, comme si la communauté internationale avait abandonné totalement ces réfugiés. Mais ce n'était pas les réfugiés aussi seulement, parce qu'il y avait aussi la communauté congolaise, les gens qui habitaient là-bas. Donc, vous voyez les effets. Donc, nous, on a dit ces réfugiés au village pour éviter toutes les conséquences qui peuvent arriver avec l'arrivée massive des réfugiés rwandais. Donc, je ne peux pas aller étape par étape de tout ce qui s'était passé à l'époque, mais c'est ça. En 96, je me rappelle, c'était un vendredi, je pense, le 11, le Rwanda attaque le Congo. Le Rwanda et l'Ouganda et tous ces gens qui les appuyaient, donc ils ont attaqué le Congo à partir de Goma. Bon, avant, il y avait la guerre dans le camp de réfugiés Katale, dans d'autres pays, dans d'autres régions de la province, mais en 96, au mois de novembre, je me rappelle, le jour, c'était un vendredi, alors le Rwanda rentre au Congo. Donc, les gens, nous tous, nous avons pris le chemin de Massissi parce que c'était la seule voie qui était ouverte. Mais il y avait aussi les avions du Rwanda qui bombardaient partout. Donc, quand nous sommes arrivés vers Sake, il y avait aussi les Maïmaï qui avaient coupé la route. Donc, on a dû rester là-bas pour 2 semaines pendant que, selon les informations, certains de militaires rwandais ex-FARC avaient négocié le passage de leurs réfugiés pour pouvoir passer, pour aller là où ils sont partis.
Mais en attendant, entre-temps, le Rwanda faisait son travail en attaquant les gens. Donc, on a eu la chance, le chemin a été ouvert. Pendant 2 jours, je pense, nous sommes partis. Moi, je suis allée chez ma grand-mère qui est au village. Les réfugiés, oh mon Dieu. En tout cas, je ne vais pas me rappeler parce que c'est traumatisant tout ce qui s'était passé à l'époque, parce que même le monde ne parle jamais de ça. Mais le Rwanda, quand ils sont venus, ils ne sont pas, comme ils disent qu'ils étaient là pour ramener les réfugiés rwandais, mais ce n'était pas ça seulement parce qu'ils ont massacré tous les intellectuels, tous les grands commerçants. En tout cas, c'était planifié. Il y avait un plan d'exterminer les gens. Donc, ils ont exterminé les intellectuels, les grands commerçants, toutes les personnes qui avaient l'influence dans la communauté. Mais principalement, c'était les Hutus congolais. Ce n'était pas les Rwandais ou d'autres ethnies. Mais c'est après qu'ils se sont retournés, après qu'ils se sont assurés que l'ethnie Hutu, parce que dans le Massissé, le Rutshuru, 80% c'est les Hutus congolais. C'est les Hutus congolais, c'est pas le Rwanda. Donc, après qu'ils se sont assurés qu'ils ont déjà maîtrisé le Hutu, ils se sont attaqués aussi à d'autres ethnies. Après, en 2000, cette époque est passée, les gens sont revenus. En 2004 aussi, ça c'était l'époque de AFDEL. Après 2098, il y avait RCD, mais RCD n'a pas fait la guerre au nord. Il s'était avancé plus vers Kinshasa. Et puis ça n'a pas marché, je pense. C'est comme il est pensé parce que Kabila avait eu de l'aide des pays de la SADC, donc ils n'ont pas pu prendre Kinshasa comme c'était prévu. En 2004, il y a eu aussi une autre rébellion de Laurent Kunda, CNDP. Et c'est à ce moment-là que moi, j'avais quitté le pays pour aller en Ouganda. Après le CNDP, il y a eu les M23, mais les gens du M23, ce sont les mêmes gens qui étaient dans le CNDP. Et puis, on voit le M23 de 2012, puis on a maintenant le M23 de 2022-2023. Donc, et pendant tout ce temps, ce sont les gens du nord du Sud qui jouent, mais principalement le territoire des Massis et de Rutshuru qui paye le prix. Les gens parlent de massacres de Kichiche, mais ça c'est une poignée de massacres. Mais il y a toujours eu des massacres chaque jour. Mais les gens ont choisi, les médias internationaux ont choisi de fermer la bouche complètement. C'est ça. C'est pourquoi moi j'ai décidé de faire ce combat. Là où j'aurai l'occasion de parler de ce qui se passe chez nous, je le ferai. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Alors là, nous voulons parler de la situation des élections en République démocratique du Congo. Pourquoi nous avons commencé par la situation sécuritaire? Parce que, comme vous le savez, il y a certains coins de la République, il n'y aura pas des élections parce qu'il y a l'insécurité. Donc le gouvernement a décidé de ne pas s'hasarder à amener le matériau pour les élections là-bas, le matériel pour les élections, pardon. Donc, du coup, cette partie de la population, les gens ne vont pas voter. Alors, prenons le cas de l'Ituri. Dites-moi un peu, c'est quoi les Wazalendo? Les Wazalendo, qui sont ces jeunes-là qui ont décidé de défendre leur patrie? Les Wazalendo ne sont pas seulement en Ituri, les Wazalendo sont au nord aussi, je pense, sur toute l'étendue du pays. Les Wazalendo, ce sont des jeunes gens qui se sont organisés
pour défendre la patrie. Parce qu'ils ont vu que la communauté internationale s'en fout, le pays voisin nous attaque et certains de nos politiciens ne se soucie même pas de ce qui s'est passé. L'armée est infiltrée jusqu'au sommet du commandement. Donc ils ont dit non, si on ne défend pas le pays, la patrie va partir parce que il y a toujours cette théorie de balkanisation où la région du Nord, il y a une partie du Congo qui va être balkanisée pour devenir un autre pays. Donc, c'est dans ce contexte que ces jeunes se sont organisés pour se battre contre qui que ce soit qui veut balkaniser ou attaquer le pays. C'est comme le groupe d'autodéfense, c'est ça? Oui, c'est un groupe d'autodéfense des jeunes locaux qui se sont organisés pour se battre et non pas la formation militaire, mais ils se sont portés volontaires pour donner leur sang pour le pays. D'accord. Alors, selon vous, quand est-ce que cela a commencé? Est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé ou ça a plus pris de l'ampleur maintenant? Ça a toujours été là ou c'est maintenant qu'aujourd'hui on parle des Wazalendo? En fait, le groupe Wazalendo, c'est l'ensemble de tous ces groupes qui se battaient avant entre communautés. Donc, il y avait le groupe d'autodéfense de l'ethnie. C'était plus des groupes d'autodéfense des ethnies. Chaque ethnie formait son groupe d'autodéfense pour défendre son ethnie. Par exemple, il y en a ceux qui défendaient l'ethnie de Houndé, il y en a ceux qui défendaient l'ethnie Hutu, il y en a ceux qui défendaient l'ethnie Nyanga. Mais quand ils ont vu que le pays est attaqué à chaque fois, et à l'époque aussi de Kabila, le gouvernement s'attaquait contre tous ces groupes parce qu'ils disaient que ce sont des groupes négatifs qui ne veulent pas que la paix soit dans le pays. Donc, mais après qu'ils ont vu qu'il y a des groupes soutenus par l'étranger qui attaquent le pays, ils se sont convenus, ils ont signé des accords de non-agression entre eux pour combattre le commun ennemi qui vient déstabiliser le pays. Parce qu'ils ont réalisé que en se battant entre eux, ils se fragilisent. Donc, c'est mieux de travailler ensemble pour se battre contre le commun ennemi. Si la paix revient, les linges sales se lavent en famille. Ils vont quand même chercher comment s'entretenir, trouver un commun accord entre eux. C'est dans ce sens qu'ils ont commencé le groupe Wazalendo. Donc, le Wazalendo, c'est l'ensemble de tous ces jeunes d'autodéfense, mais aussi il y a d'autres jeunes qui n'étaient pas dans ce groupe armé, qui se sont ralliés à ce mouvement quand même pour défendre le pays. Mais selon vous, qu'est-ce qui fait qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent à l'Est? Le Congo est grand. Pourquoi on ne s'intéresse pas du Bandundu? Pourquoi on ne s'intéresse pas du Bas-Congo? Pourquoi on ne s'intéresse pas du Kasaï? Pourquoi l'Est seulement? Pourquoi? D'abord, l'Est, on l'appelle la Suisse du Congo, de l'Afrique. Donc, avant le minerai, à l'époque, quand j'étais jeune, les gens n'avaient pas commencé à exploiter le minerai. On appelait Masisi et Rutshuru le grenier du Congo. Donc, nous avons des terres arables chez nous. On a des bons pâturages, la température, c'est bon, on a un climat tempéré. Mais en plus de ça, il y a les minerais qui sont convoités par tout le monde. Donc, à l'époque, quand j'étais jeune, c'était la terre parce que chez nous, si tu vois les vaches de l'Est, les plantes, tout ce que tu mets dans la terre, ça pousse. On n'a pas besoin d'engrais pour que les plantes poussent et puis on a tout. Si on a le climat, on a l'eau, on a le pâturage, donc c'est bon. Et après, c'est ajouté le minerai qui sont devenus comme une malédiction. Donc tout le monde entier ouvre les yeux à l'Est et viennent à l'Est parce qu'il y a le cobalt,
tout le minerai convoité, le lithium pour les batteries, le cobalt pour les batteries de téléphone. Il y a toutes sortes de minéraux qui convoitisent, qui attirent la convoitise de tout le monde. C'est pourquoi on voit ces guerres. C'est pourquoi moi je ne dis pas, c'est pas une guerre ethnique, c'est plus une guerre économique, on va dire. Comment avez-vous trouvé ces campagnes? Selon vous, les analyses, que ce soit côté opposition, côté parti au pouvoir, comment vous avez suivi ces campagnes? Ben, la campagne, c'est comme toutes les autres campagnes, mais malheureusement, c'est parce qu'au Congo, avec un siège, il y a plus comme 25 candidats à la présidentielle. Donc, ça montre déjà que en tout cas, c'est mon opinion personnelle qu'au Congo, il n'y a que les gens qui veulent s'asseoir sur la chaise pour leurs propres intérêts. Mais dans le pays développé, on ne verra pas 10, 20 candidats à la présidentielle. En Amérique, il y a le candidat de l'opposition et le candidat de la majorité. Donc, je pense que d'abord, le nombre de candidats, ça fait peur. C'est comme l'État, c'est ça le business seulement. Les gens vont là-bas juste pour avoir de l'argent. C'est pas pour l'intérêt du peuple. Si vous voyez aussi le nombre de députés, tout le monde se lève et veut devenir député. Mais ils ne nous présentent pas même leur projet de société. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire là-bas dans le Parlement. Il y a ceux qui sont là depuis des années, mais qui ne font rien. Et parmi ces gens qui veulent devenir des présidents, ils ont travaillé dans le gouvernement, soit dans le gouvernement de Mobutu, le gouvernement de Kabila père, le gouvernement de Kabila fils, et maintenant dans le gouvernement de Tshisekedi. Mais ils nous prêchent toujours qu'ils vont venir changer des choses. Qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce temps-là qu'ils étaient au gouvernement? Au moins qu'ils vont nous montrer que, oh voilà, moi j'ai fait ça et ça, c'est pourquoi je vais continuer pour pouvoir terminer. Donc, moi je trouve que la politique, c'est ça le business, parce qu'au Congo, le social n'est pas là. D'autres domaines ne fonctionnent pas. Même la politique ne fonctionne pas comme il faut, mais au moins quand même les gens qui sont dans la politique, ils trouvent de l'argent et tout le monde veut devenir politicien, pas pour l'intérêt du peuple, mais pour s'enrichir et aller à l'étranger, éduquer leurs enfants à l'extérieur, s'en foutre de tout ce qui se passe dans le pays. Mais moi, je dirais, moi, je soutiens, je crois fermement à la stabilité de l'État. Et changer le président chaque jour, c'est ça ce qui nous apporte toujours des malheurs, au Congo surtout. Voilà. Bon. Donc vous êtes pour la continuité, vous êtes pour la continuité. Ouais, le président qui vient, il prépare bien le terrain pour que lorsqu'il va partir, celui qui va prendre le pouvoir puisse bien diriger, c'est ça? Oui, moi je suis pour la succession de Tshisekedi lui-même, qu'on lui donne un autre mandat. Comme ça, il dit qu'il a commencé les chantiers, qu'il les termine, même s'il ne les termine pas. C'est là où la politique africaine est différente de la politique des pays développés. En Afrique, quelqu'un vient de détruire tout ce que son prédécesseur a construit pour recommencer à zéro. Donc, je pense que nos politiciens doivent apprendre à continuer le chantier que les autres ont commencé et l'opposition doit travailler avec la majorité pour construire le pays. On dirait que les gens vont là-bas pour démontrer qui est fort, qui est faible. Nous voulons l'opposition qui va aider la majorité à réaliser qu'ils ne font pas le travail comme il faut, mais tous dans l'intérêt du peuple. Mais pas venir pour détruire, pour recommencer, et les gens le Congo va recommencer jusqu'à quand? Donc je pense que Tshisekedi doit avoir, c'est mon souhait en fait, d'avoir le second mandat, et puis après ceux qui vont suivre vont continuer là où il a arrêté. Le problème aussi que je vois sur les leaders africains, c'est comme s'ils ne veulent pas former les gens qui vont les remplacer, alors qu'un bon leader doit former les gens qui vont lui succéder.
Et c'est là où je pense que nous avons besoin d'apprendre et d'avoir cette maturité de comprendre que tôt ou tard, on va quitter le pouvoir, on va mourir. Peut-être on tombera malade, donc il faut former les gens qui vont nous succéder. Et donc, c'est mon point de vue. Donc, on a besoin de la stabilité de l'État pour que la paix et le développement puissent voir le jour au Congo. Ok. Alors, parlons un peu de la situation actuelle entre la RDC et le Kenya. Comme vous le savez, il y a l'ancien patron de la CENI, de la RDC, Corneille Nangaa, monsieur Corneille Nangaa, qui a déclaré avoir lancé un mouvement politico-militaire. Donc, politico-militaire, qu'il a nommé le mouvement du fleuve Congo. Alors, Corneille Nangaa, c'est lui qui a été à la base des élections de 2018, qui connaît comment la démocratie dans un pays est importante, comment un pays doit rester dans sa démocratie. On le voit aujourd'hui s'est rallié au groupe armé qu'on appelle aujourd'hui M23. Et nous avons aussi suivi la réaction du président du Kenya par rapport à ça, parce que le gouvernement congolais a rappelé son ambassadeur du Kenya. Il a demandé à son ambassadeur de retourner, de rentrer à Kinshasa. Et il y a déjà la tension qui se présente entre le Kenya et la RDC. Alors, vous qui vivez dans cette région où il y a plus de conflits, où il y a plus de tueries, de gens qui ont perdu leur vie, leur famille. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de voir aujourd'hui que le Congo est en train d'aller vers une nouvelle rébellion qu'on ne sait pas? Est-ce que ça va commencer cette nuit, les jours des élections ou quoi? Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre qu'aujourd'hui, celui qui a été l'autre fois le président de la commission électorale, qui devient en tête d'une rébellion, un mouvement politico-militaire? Personnellement, pour moi, ce n'est pas une surprise. Par contre, ça vient légitimer la décision du chef de l'État de ne pas négocier avec le M23. Parce que Nangaa s'est rallié avec le M23, ce n'est pas à dire que c'est une question... Ils étaient ensemble depuis. Donc, c'est juste que il y a un jeu au Congo qui s'est fait, les rebelles viennent négocier, on les place au gouvernement, et puis une autre partie de cette rébellion va dire « Oh non, nous n'étions pas parmi ces gens qui ont négocié, donc nous aussi, on veut notre part. » Donc je pense que certaines personnes espéraient que le gouvernement de Tshisekedi va négocier avec les rebelles du M23, et comme ça ils vont avoir leur part de gâteau. Et puis quand le gouvernement a pris position, a décidé de ne pas négocier, donc ils ont vu que ça ne marche pas. Donc il faut aussi faire quelque chose. Donc quand j'étais à l'école, je lisais des articles qui disaient qu'il y avait des membres du gouvernement qui soutiennent le mouvement rebelle. Donc qui sait, peut-être Nangaa aussi était parmi les gens qui finançaient le M23. Donc pour moi, ce n'est pas une surprise parce que c'est ça la musique du Congo. On négocie avec les uns, le lendemain, un autre parti, un mouvement rebelle naît. Par contre, ce qui m'étonne, c'est de voir comment le président du Kenya a réagi quand un mouvement rebelle politico-militaire, si c'était un parti politique, c'est compréhensible. Ils peuvent le déclarer n'importe où. Je pense que, comme il a mentionné l'expression, c'est bon. Les gens peuvent s'exprimer, peuvent adhérer à des partis politiques, mais un parti politico-militaire qui déclare que le président qui est au pouvoir, c'est une malédiction pour le pays, et puis un autre président dit que c'est leur droit de s'exprimer de la manière, de la sorte.
moi je pense que c'est irrespectueux à l'égard du peuple congolais, mais aussi à notre leader. Donc je pense que c'est là où je parle de l'immaturité de certains dirigeants africains où ils pensent que si ton frère congolais est dans une position de faiblesse, toi, tu n'es pas affaibli. Donc ça, c'est l'Afrique qui perd quand les deux frères, le Kenya et le Congo, commencent à se battre. Et d'ailleurs, vous savez que l'EAC était au Congo, la mission, le Kenya, l'Ouganda, le Sud-Soudan, ils étaient au Congo dans le cadre de l'EAC. Mais demande-moi, qu'est-ce qu'ils ont fait au Congo? Ils n'ont rien fait. Et d'ailleurs, ils collaboraient avec le M23 parce que les jeunes Ouazalendou, parfois, ils se battaient. Mais l'EAC les arrêtait, donc ils ne pouvaient même pas avancer ou reculer. Donc, c'est ça, ils n'étaient pas là pour les intérêts du Congo. Je ne sais pas s'ils étaient là pour l'intérêt de qui. C'est pourquoi le gouvernement n'a pas renouvelé leur mandat. Donc, certaines personnes disent que le Kenya est mécontent parce qu'ils sont partis avant le temps qu'ils avaient prévu partir. Parce que au début, le président Ruto avait fait des discours en disant qu'il va passer 30 ans au Congo. On dirait que le Congo, c'est un terrain de football où tout le monde doit venir jouer et puis quand ils sont fatigués, ils partent. Donc, je pense que ça, c'est le temps de réveil. Et merci pour ces pays qui sont venus au Congo. On espérait que c'était nos frères qui allaient nous aider, mais qui n'ont rien fait pour nous aider. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on voit que le Ouazalendou ont le courage de se battre parce qu'ils savent maintenant qu'il n'y a personne qui est aux côtés du Congo. C'est nous qui doit faire tout le travail. Donc, c'est ça. Parlons un peu du président Tshisekedi. J'ai suivi les déclarations du président Tshisekedi aujourd'hui. Le président a dit si ces mouvements du fleuve Congo tués, osé verser le sang d'un seul Congolais, il va asseoir le Parlement et le Sénat pour demander au Parlement et au Sénat l'autorisation d'entrer en guerre contre le Rwanda. Le président, il a insisté, il a dit si seulement un seul Congolais décédé, que ce soit aujourd'hui ou demain, ou pendant les élections, il va demander au Sénat et au Parlement d'entrer en guerre contre le Rwanda. N'est-ce pas, c'est des propos très, très durs? N'est-ce pas, c'est un Tshisekedi déterminé à défendre sa patrie, à défendre sa nation. Quel impact ces genres de propos peuvent avoir sur la diplomatie et surtout sur la relation entre le Rwanda et la RDC? La relation entre le Rwanda et le Congo n'est pas une bonne relation de toutes les façons, parce qu'on sait que depuis les années 96-94, c'est le Rwanda qui est financé pour financer les rébellions. D'ailleurs, pour l'instant, tout ce qu'on dit le M23, ce n'est pas le M23, c'est l'armée rwandaise qui est sur le sol congolais. Oui, la communauté internationale a même dit au Rwanda d'arrêter de financer. Oui. Donc le Rwanda qui est au Congo. Souvent j'entends les gens dire que le Rwanda est un pays développé. Et il est développé à cause de quoi? Il est développé sur le dos du sang des Congolais. Donc depuis 1996, le Rwanda et le Congo a exploité nos minéraux et fait régner la terreur. Donc il y a quand ils déclarent qu'ils sont maltraités au Congo et il y a la discrimination, ça c'est faux et archi faux. D'ailleurs, quand ils disent qu'ils défendent le rwandophone, moi je viens des ethnies qui se disent rwandophones. Moi, malgré que je n'aime pas ce terme, parce que les gens utilisent ce terme pour continuer toujours à nous créer la guerre, parce que je ne suis pas
pour la rwandophonie au Congo. Parce que si tu es congolais qui parle la langue proche du Kinyarwanda, tu n'es pas rwandais. Donc, on n'est pas des rwandophones. Moi, je suis Hutu qui parle le Kinyarwanda, une langue qui est proche du Kinyarwanda, que j'appelle le Kihutu, mais je ne suis pas rwandais. Donc, il y a les gens qui utilisent ces termes pour s'aimer la zizanie. Si vous allez au Congo, chez moi, à Goma, les gens qui occupent des postes de responsabilité dans les entreprises publiques, ce sont les Tutsis. Dans l'armée congolaise, il y a plus de généraux Tutsis que d'autres parce qu'au Congo, c'est tous des minorités. Donc, il y a une minorité Tutsi qui a plus de gens qui sont au gouvernement dans des postes de responsabilité que tous les autres minorités. Donc, le Rwanda essaye d'utiliser les Tutsis congolais en disant que les Tutsis congolais sont discriminés, mais c'est pas vrai. Regarde le pâturage chez nous, les grands pâturages, le vache, les fromages, c'est pour qui? C'est tous pour les Tutsis. Il n'y a pas une ethnie qui est comme les Tutsis qui ont des sénateurs. Ils ont eu même l'opportunité d'avoir le vice-premier ministre. Nous, les gens de Kivu, les Hutus, par exemple, congolais, qui ont plus de 80%, on n'a même pas rêvé d'avoir un sénateur, on n'en a pas. Mais est-ce qu'on se bat contre notre gouvernement pour avoir d'autres postes ou diriger le pays? Donc, il faut quand même mériter ça. Mais au Congo, il y a toujours ces gens qui pensent qu'ils doivent dominer les autres pour être au pouvoir. Moi, je dis, nous sommes dans la période néolibéraliste où c'est la compétition. Donc, si vous vous croyez capable, venez, on va faire la compétition sur le marché, tout. Si vous gagnez, voilà, vous avez le marché. Mais vous n'allez pas prendre le fusil contre vos propres frères et puis après, vous allez dire que vous êtes fort. Non. En revenant sur ce qu'on disait, le Rwanda, la relation entre le Rwanda et le Congo n'a pas été toujours bonne depuis les années 96. Et d'ailleurs, certains des généraux rwandais s'est frappé sur la poitrine pour dire que ils souhaitent que la guerre ne se termine pas. Parce que si la guerre se termine, ils n'ont pas de travail. Donc venir au Congo, pour eux, c'est du travail, mais du travail pour tuer les Congolais. Donc, ça, je trouve que d'ailleurs, notre président a pris le temps de déclarer la guerre. Oui, je le comprends parce que l'armée, il y a beaucoup de gens mal intentionnés qui ont continué à affaiblir notre armée. Quand même, ça fait 30 ans que nous n'avons pas une armée qui est bien formée parce que le Rwanda avait infiltré tous ses pions dans toutes les instances de l'armée. Donc, le Congo a besoin d'une nouvelle armée pour pouvoir affronter les ennemis. Et je pense que c'est pourquoi que le président n'a pas encore déclaré la guerre contre le Rwanda. Mais je pense que tôt ou tard, ça viendra. Et si j'étais le président aussi, je le ferais. Tôt ou tard. Quand le président sentira que notre armée est prête à affronter l'armée rwandaise, parce que l'armée rwandaise s'est formée pendant 30 ans. Pendant que nous, c'est messieurs Tshisekedi qui commence à former l'armée. Donc, super. Alors, on est presque arrivé à la fin. J'ai quelques questions avant de finir. Aujourd'hui, le gouvernement en place, le président sortant, Félix Tshisekedi, il a un challenger qui est Moïse Katumbi. Lorsqu'on parle de tel challenger, selon les analyses, selon ce que nous avons lu, hein. Donc on place le président Tshisekedi, après Moïse Katumbi, on voit après Martin Fayulu, et puis on voit M. Denis Mukwege. Alors, dites-nous un peu le problème de Moïse Katumbi. Tout le monde en parle aujourd'hui, tout le monde en parle, on parle de Moïse Katumbi. C'est lui qui a été gouverneur d'une province qui est
très très capital pour la RDC, le Lubumbashi, le Katanga, pardon, qui a été du Katanga comme gouverneur. Il a servi à l'époque de Joseph Kabila. Il a travaillé. Il a aussi travaillé un moment avec le pouvoir du président Félix Tshisekedi. Mais aujourd'hui, le problème de M. Katumbi, sa nationalité devient un vrai problème. Je peux donner un exemple, on peut prendre le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est retrouvée dans une situation où on parlait de la nationalité aussi de l'actuel président, qui a été le nerf même de la bataille, le nerf même du problème en Côte d'Ivoire. Est-ce que nous pouvons dire que la RDC est en train de suivre le chemin, la même voie que la Côte d'Ivoire sur ces problèmes de nationalité, ces problèmes de naturalisation, tout ça? Est-ce que vraiment c'était le moment de parler de ça? Surtout que le gouvernement Moïse Katumbi était dehors et le gouvernement l'a octroyé un passeport, il est rentré au pays. Est-ce que les élections, on devait voir ça de ce côté où la nationalité, lui il est congolais ou lui n'est pas congolais, de père et de mère? La question de la nationalité, je pense pas, c'est pas le problème, le grand problème pour la question de Katumbi. Oui, certaines personnes mal intentionnées qui veulent saboter les élections parlent de sa nationalité, mais moi je n'ai pas entendu le président de la République dire qu'ils ne font pas voter Katumbi parce qu'il a la nationalité douteuse. Par contre, moi je pense à son projet de société parce que dans tout ce qu'il dit, il essaie de chercher le moyen de se justifier de toutes ces accusations, mais un vrai président, pourquoi je dois me justifier si je suis congolais, je m'en fous de tout ce qui disent des choses ici et là. Donc, le gouvernement n'a pas dit que Katumbi ne doit pas se présenter pour des élections. Moi, je pense que ça, c'est un débat qui n'a même pas l'intérêt à avoir lieu. Peut-être je pouvais dire quel est le projet de société que Katumbi est en train de nous présenter. Comme au début du débat, on a parlé, moi je vous ai parlé de gens qui ont travaillé dans le gouvernement précédent, entre autres le gouvernement de président Kabila, père Kabila fils. Et voilà, Katumbi il a travaillé comme gouverneur du Katanga pendant 9 ans. Et le Katanga, c'est la province la plus riche du Congo. Qu'est-ce qu'il a fait au Katanga qui nous donne la confiance que s'il prend la direction de toute la République, comme il a développé le Katanga, il a fait ceci et là, il va faire ça pour la République. Une autre chose, moi qui m'écoeure d'ailleurs, c'est quand Katumbi a dit que ce que le président a dit de dénoncer le Rwanda comme un autre pays agresseur, c'est du populisme. Désolé, donc si tu ne veux pas, et en plus il ajoute que lui, s'il devient président, il va terminer la guerre dans 6 mois. Et c'est ça où ça m'écoeure beaucoup. Si tu as la solution magique pour résoudre le conflit du Congo, pourquoi ne pas la porter comme ça, toute la République, l'étendue de la République fasse les élections? Pourquoi tu as ta solution magique dans ta poche et tu attends qu'on te vote pour que tu puisses ramener la paix? Donc, il travaille quand même. S'il avait cette solution magique, il devrait quand même la mener comme ça, nous, les gens de l'Est, qu'on puisse participer aux élections. Donc, moi, je pense que c'est tous ces discours-là qui sont vides, des promesses vides, d'ailleurs qui n'ont pas de fondement, parce que moi je ne vois pas le projet de société de Katumbi qu'il a présenté pour dire que voilà, je vais faire ça et ça. Et la seule chose qu'il nous a présenté, qui va terminer la guerre dans 6 mois. Et s'il peut terminer la guerre dans 6 mois, je te rassure qu'il est parmi les gens qui nous apportent tous ces malheurs. Parce que tu peux pas me garantir que
tu amènes la guerre qui vient de faire 30 ans, toi tu vas le terminer dans 6 mois si tu n'es pas parmi les parrains de ces rebelles. Donc s'il est le parrain, ils vont dire, ok voilà, on a le pouvoir, tout ce qu'on voulait, donc il faut arrêter ici. Mais si il n'est pas avec le camp de rebelles, je ne comprends pas comment il va terminer la guerre dans 6 mois, là où la MONUSCO qui vient de faire 25 ans au pays a échoué. Là où l'EAC, le force de l'EAC de l'Ouganda vient de faire une année au Congo, ils n'ont rien fait. Donc ça, c'est du champ. Ben, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est comme le vantard en fait. Si je peux me permettre d'utiliser ces termes à ce stade. Le ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, a déclaré aussi que le gouvernement a des preuves que M. Katumbi essaye de triquer les élections avec un groupe de Russes. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ces déclarations? Je ne saurais pas commenter sur ce qu'il a dit. Quand même, le ministre de la Défense. Nous avons le département de l'intelligence. Donc, il ne peut pas déclarer des choses dans le vide. Mais je me réserve de ne pas commenter à cela parce que je n'ai pas vraiment d'informations à ce sujet. Peut-être la prochaine fois, si j'aurai des informations, je pourrai répondre à cela. Si un message que vous devez envoyer au président Tshisekedi, au gouvernement, et même si le gouvernement n'est plus le président Tshisekedi qui est le président sortant, quel est le message que vous allez lui adresser en ce moment? Il vous suit. Moi, je lui dirais, le peuple congolais a démontré que quand même, ils ont confiance à lui et ils ont quand même apprécié le travail qu'il a fait dans les 5 ans qui viennent de passer, bien qu'on dit que c'est 3 ans parce que dans les 2 ans avant de son premier mandat, il a eu des difficultés à cause de la majorité qui était à l'époque. Donc, quand même, être président, c'est être président de tout ce qui te vote et tout ce qui ne te vote pas. Donc, si il passe ce mandat, si le peuple lui donne la confiance pour les 5 prochains mandats, qu'il ne soit pas comme d'autres présidents qui arrivent là-bas et ne font rien de tout ce qu'ils ont promis. Je sais que c'est un homme travaillant qui a je sais qu'il a la bonne volonté de changer le pays et de continuer. Et nous, les Wazalendo, parce que moi je suis Mozalendo en fait, on est derrière lui, on lui soutient parce que le Congo a besoin d'être respecté. Et c'est nous, c'est l'effort de nous, le Congolais, y compris notre président, qui doivent le faire. Et j'ai confiance qu'il va continuer à le faire. Donc, je l'encourage et je lui souhaite bonne chance dans ces élections qui vont se passer le mercredi. Le message à la population congolaise, je dirais, la population congolaise, c'est une population battante, très intelligente, qui sait bien choisir ce qui est important pour eux. Donc, je pense que mercredi, ça sera une journée très importante, primordiale pour la vie des Congolais. Donc, j'appelle tout le monde de sortir et d'aller voter. Voter pour la paix, voter pour le développement. Et les candidats ont passé, on a vu, tout le monde a présenté son projet de société. Je ne veux pas influencer qui que ce soit, mais faire un beau choix. Un beau choix pour la République, pour nous, pour nos enfants, pour nos arrière-enfants.
Et je vais passer le message spécial pour le Wazalendo, le Vaya soldats qui se sont donnés pour défendre la République. Vous êtes nos héros et on va continuer à prier pour vous et à vous appuyer dans tous les sens, tout ce qu'on peut pour que notre mission de sauver le pays soit accomplie. Donc, merci infiniment. Je termine toujours avec ces mots qui disent « La patrie ou la mort, nous vaincrons ». Vous avez suivi Lynn de Wazalendo qui vient de nous parler un peu de la situation de la RDC, la situation sécuritaire et surtout son point de vue par rapport aux élections. Et elle a lancé aussi un message à Wazalendo pour que leur combat puisse être un combat continu pour qu'ils puissent libérer le Congo. Quant à moi, je vous dis merci d'être nombreux à suivre ces débats, ces échanges avec Madame Nzabara. J'espère qu'elle sera là de temps en temps. Nous allons parler un peu de la situation de l'Est, comme elle est de l'Est. Je veux vous la ramener de temps en temps pour que nous puissions échanger de la situation de l'Est. Et si vous avez des questions, vous avez des préoccupations, vous avez des choses à dire, n'hésitez pas, écrivez-nous. Nos contacts sont affichés sur cette vidéo, vous pouvez nous atteindre. Quant à moi, je vous remercie.